Encore une fois, je pense qu'il est très important de comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que généralement, ça se passe et on ne comprend pas tout à fait ce qui se passe sans vraiment le réaliser. Ce qui se passe en Russie aujourd'hui nous affecte tous d'une manière ou d'une autre. Que l'on le veuille ou pas, on le voit peut-être subtilement, mais quelquefois brutalement pour ceux qui sont concernés dans les grands pays ou les pays, entre parenthèses, développés. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les Russes ont finalement décidé de couper Nord Stream. Nord Stream, c'est... Alors Nord Stream 1, c'est ce gazoduc que vous voyez sur cette carte, cette ligne en rose, qui donc part de la Russie et rejoint l'Allemagne, qui transporte le gaz jusqu'à l'Allemagne. Une fois le gaz acheminé en Allemagne, eh bien, il est acheminé dans d'autres pays de l'Union. Les tuyaux qui quittent la Russie vers l'Allemagne pour pomper le gaz russe à l'Europe. 1200 km à travers la mer Baltique, des tuyaux venant de la Russie jusqu'en Allemagne. Pourquoi? Parce que l'Europe est presque complètement dépendante de la Russie en termes de gaz. L'Europe est dépendante de la Russie en termes de gaz. C'est-à-dire, si le gaz russe est coupé, s'il n'y a pas de gaz venant de la Russie, l'hiver sera brutal sur les Européens. Nord Stream sera coupé, déjà été coupé d'ailleurs, au moment où nous parlons. L'alimentation de gaz venant de la Russie vers l'Europe à travers l'Allemagne est déjà complètement coupée en ce moment où nous vous parlons. Parce que plus de 48% de gaz européen provient de la Russie. Presque tous les pays européens bénéficient du gaz russe. L'Allemagne, la Hongrie, la France et tout le reste. Pourquoi on doit couper Nord Stream? Nord Stream a été coupé. Pourquoi? Parce que la Russie dit, comme habituellement, comme chaque année, on fait un arrêt temporaire pour maintenance. Donc pour filtrer, vous savez, quand vous avez des machines, même la voiture, à un moment donné, il faut faire service, comment vous appelez, maintenance, n'est-ce pas? Changer ce qui a changé, s'assurer que tout fonctionne convenablement, s'assurer que c'est un élément ou une machine bien où il est. Donc Nord Stream, à tort ou à raison, pour l'instant, est coupé. C'est-à-dire la délivrance de gaz en Europe a été suspendue. Les Russes ont dit qu'ils suspendront Nord Stream pendant 10 jours. Les Européens ont peur, parce qu'ils pensent que le 10 jours pourrait dire éternité, ou plus longtemps. Pourquoi on a coupé Nord Stream? On a coupé Nord Stream parce que d'après les Russes, il y a une turbine qui a été envoyée au Canada pour maintenance. Vous voyez un peu, donc il y a... Vous savez, des fois vous achetez des choses, vous achetez une voiture, vous attendez, comment on l'appelle? Vous attendez une pièce de réchange, ok? La pièce de réchange, peut-être là où vous êtes, vous ne pouvez pas la trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commander ailleurs, il faut demander au fournisseur. Et dans le cas de Nord Stream, il y a une turbine qui a été envoyée au Canada pour maintenance. Maintenant, l'Europe a placé des sanctions sur la Russie. C'est-à-dire que le Canada ne peut même pas retourner cette turbine à la Russie pour bon fonctionnement de transfert de gaz. Vous comprenez un peu? L'Europe, l'OTAN ou l'Ouest a placé des sanctions sur la Russie, oubliant qu'elle est dépendante d'une certaine façon, en tout cas d'une très grande façon, du gaz russe. Et cette turbine qui a été bloquée, cette turbine permettrait une distribution beaucoup plus fluide venant de la Russie vers l'Europe. À tort ou à raison, les Allemands disent, la raison pour laquelle on est obligé de fermer Nord Stream pour l'instant, donc couper le gaz de l'Europe, c'est parce qu'il y a cette turbine qui est au Canada pour l'instant, pour maintenance, qui a été saisie par le gouvernement canadien depuis le début de la guerre, qui est nécessaire au bon fonctionnement de cette entreprise. Maintenant, l'Allemagne dépend de manière flagrante de la production de gaz venant de la Russie. Sans le gaz russe, l'Allemagne va tomber très rapidement. Étant, je sais pas, première force économique, elle va tomber radicalement. C'est-à-dire, les gens vont en souffrir, les industries souffriront brutalement, les citoyens vont souffrir, et pendant l'hiver, ça sera horrible. Et à un moment donné, je pense que chaque gouvernement responsable commence à réfléchir. Qu'est-ce qui est bien pour ma population? Qu'est-ce qui est bien, pas seulement ma population, bien pour mon mandat, bien pour ma responsabilité en tant que leader? Les Allemands ont exigé que le Canada transfère cette turbine à la Russie pour travailler, pour finalement recevoir le gaz. Cela viole directement les sanctions imposées par l'Ouest sur la Russie. Donc un double standard. Le risque de gaz en Europe a incité une peur frénétique. Les Allemands ont peur de perdre leur économie, perdre leur puissance, leur position mondiale, globale. Ils ont exigé à ce que le Canada retourne la turbine russe pour que Nord Stream puisse fonctionner correctement. Les Ukrainiens sont venus s'opposer à la décision, disant non, qu'il ne fallait pas retourner la turbine à la Russie. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Les Allemands ont complètement ignoré la demande ukrainienne. Les Canadiens aussi.
les États-Unis aussi. Parce que d'après eux, l'Europe doit d'abord stocker le gaz, donc stocker assez de gaz pour passer l'hiver, pour finalement bien résister face à la Russie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on comprend? L'objectif de la guerre, c'était protéger l'Ukraine, n'est-ce pas? C'était protéger l'Ukraine à tout prix, la démocratie. Il ne faut pas s'en prendre à un pays autonome, un pays démocratique. Il ne faudrait pas faire ce que la Russie fait. Chose qui est complètement incompréhensible. Tout à fait cohérent de s'opposer à toute forme d'oppression, toute forme d'attaque, sans regarder évidemment le début du problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Russie a été sanctionnée pour s'opposer à son attaque à l'Ukraine. L'Ukraine revendique, disant, ne retournez pas la turbine à la Russie, continuons, puisque vous avez commencé les sanctions, continuez à sanctionner la Russie jusqu'à la fin. Finalement, qu'est-ce qui se passe? On commence à voir des discordances, des divergences d'idées. Certains pays commencent maintenant à revoir leur position par rapport à qu'est-ce qui va se passer, par rapport à leur propre pays. On vous rappelle qu'il y a un moment, on avait essayé d'interdire les autres pays d'acheter le gaz russe. La Russie étant placée sous sanction, on a découragé les autres pays d'acheter le gaz russe. D'ailleurs, l'Inde a été attaquée farouchement pour avoir acheté le gaz russe. Mais bizarrement, maintenant, on veut quand même retourner la turbine russe pour que l'Europe bénéficie du même gaz. Incohérent, n'est-ce pas? Chez nous, on dit, on ne menace pas le seul électricien du quartier. C'est-à-dire, quand vous vivez en Afrique, dans un milieu, et qu'il y a un monsieur qui sait comment réparer l'électricité, on ne le menace jamais. On ne cherche jamais à avoir des problèmes avec eux ou avec lui. Pourquoi? Parce que souvent, en Afrique, dans beaucoup d'endroits, le courant part, où il y a un problème au niveau du distributeur central, et il y a souvent un monsieur ou deux qui sont le seul capable d'aller réparer quand ça bug. Et à ce monsieur-là, on ne cherche jamais des histoires. Au fait, on essaie d'être gentil avec lui. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des pays qui souffrent, malgré les sanctions imposées à la Russie. Les sanctions ont été imposées à la Russie, mais apparemment, ceux qui ont posé les sanctions sont les mêmes qui sont en train de souffrir des mêmes sanctions. Regardez l'état de l'euro. L'Europe a peur que la Russie ferme Nord Stream pour toujours. Les Russes disent que ce ne sera que pour 10 jours de maintenance, 10 jours de nettoyage, 10 jours de révision. Qui dit vrai? Qui dit faux? Est-ce que la Russie serait en train de mentir? Est-ce que la Russie se servirait de Nord Stream comme un moyen psychologique d'imposer sa pression sur l'Europe et l'Ouest? Si Nord Stream était vraiment fermé pour de bon, l'Allemagne entrerait en récession. Et ensuite l'Europe. Le prix du carburant, le prix de gaz grimperait à 400%. Ce serait très difficile pour le citoyen normal. L'Europe a pour devoir de faire de réserves de gaz jusqu'au début de l'hiver. Sinon, ça sera catastrophique. L'inflation bat son plein en Europe. L'euro est au plus faible de sa position en 20 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, l'euro contre le dollar. C'est presque 1 euro égale à 1,2 $. C'est quand la dernière fois vous vous en souvenez où il y avait l'euro et le dollar en même temps. L'euro a toujours été là. Comment ça se fait que le dollar est toujours au-dessus pendant que l'euro a perdu de poids? Pendant que c'est les États-Unis qui encouragent les Européens de s'opposer ou de sanctionner la Russie. Pendant ce temps, pendant que les Européens sont en difficulté, en manque de blé, en manque de nourriture, en manque de gaz, les États-Unis ont élevé le niveau de taux d'intérêt pour essayer de stabiliser l'économie américaine. Comparons maintenant quelques devises par rapport au dollar. Avant la guerre, le yen japonais était à 1 $. Le yen japonais a perdu 18% de son prix d'achat, de son pouvoir. En février, au début de la guerre, 1 $ était à 115 yens. Aujourd'hui, c'est à 138 yens. Le won sud-coréen, au mois de février, pour 1 $, on avait 1200 won. Aujourd'hui, c'est à 1300. Contrairement à la Russie, avant la guerre, pour 1 $, il fallait payer 84 roubles. Aujourd'hui, pour 1 $, il ne faut payer que 53 roubles. Donc le rouble a monté à 35%. Pourquoi? Beaucoup de gens pensaient que la Russie serait complètement par terre. Après les sanctions, après les difficultés, après toutes les mesures prises à son égard. Mais à travers 3 mesures, la Russie a pu s'évader, s'éclipser de ces sanctions. Premièrement, pour garder son pouvoir, la Russie a gardé l'argent en Russie. C'est-à-dire, si vous ouvrez une entreprise qui vale 100 millions de dollars, 80% de cet argent sera converti en roubles et cet argent sera gardé en Russie. Ça n'ira nulle part. Les Européens avaient pour habitude d'acheter le gaz et le pétrole russe en euros. Les Européens achetaient le gaz et le pétrole russe en euros. Aujourd'hui, ils sont forcés de le faire en roubles. Ça donne de l'importance. Ça donne de la valeur au rouble. La Russie a complètement coupé les imports. C'est-à-dire, pour faire des imports, évidemment, il faudrait emmener de la monnaie étrangère. On a complètement coupé les imports. Donc, tout ce qui se passe en Russie se passe en Russie. C'est équilibré, mais le rouble vient de prendre la valeur. Donc, on voit d'un côté des gens qui perdent la valeur. L'Europe qui tombe, l'Europe affamée, l'Europe en difficulté, les fermiers qui sont empêchés de travailler, l'inflation qui s'annonce. Il y a peu de nourriture, un peu d'argent en main, mais il n'y a pas de quoi acheter.
à cause du prix qui s'élève. Et quand il y a de quoi acheter, les gens achètent directement en stock. Et c'est l'inflation, pour ceux qui comprennent. C'est-à-dire, on a de l'argent, mais on n'a pas de quoi acheter parce qu'il n'y a pas à manger. Pourquoi il n'y a pas à manger? Parce qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de moyens de distribution, il n'y a pas de moyens de communication. Ça, c'est ce qui se passe en Europe. Mais en attendant, aux États-Unis, qui est le premier producteur d'armement mondial, avec 37% global d'export d'armes majeures, nous avons 5 entreprises aux États-Unis qui se font beaucoup d'argent. Producteur international d'armes. Évidemment, pour ceux qui ne savent pas, les armes ne sont pas produites par un pays. Quand on dit les États-Unis envoient des armes, ce n'est pas les États-Unis, ce sont les entreprises privées basées aux États-Unis qui envoient d'armes. Il y a donc des shareholders, donc des propriétaires privés, des businessmen qui se font de l'argent à travers la guerre. Nous avons Lockheed Martin, nous avons Boeing qui se fait beaucoup d'armes, beaucoup d'argent. Nous avons Northrop Grumman, nous avons Raytheon, nous avons General Dynamics. Regardons maintenant le stock, le niveau de stock, hein, le prix, la valeur des entreprises depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant. Raytheon a gagné en 8%, c'est-à-dire si vous avez des shares chez Raytheon, vous aviez investi $1000, vous avez gagné 8% de $1000 depuis le début de la guerre. General Dynamics a gagné 12%. Lockheed Martin a gagné 18% de sa globalité, de sa valeur sur le marché. Northrop Grumman a gagné 22%. Et le CEO de Raytheon qui dit « le business va très bien pour l'instant ». Sur le plan éthique, donc, nous voyons l'Europe en inflation. Donc, les prix des choses qui augmentent. L'argent en main, mais il n'y a pas de nourriture. Les fermiers qui sont empêchés de travailler convenablement, maintenant sortent dans le rue. Personne n'en parle. Il y a des fermiers qui sortent dans le rue, les fermiers en Hollande qui se révoltent, il y en a en Allemagne qui se révoltent, en Italie qui se révoltent. Et bien, personne de ça, c'est clair, on n'en parle pas. Les difficultés que les pays vivent maintenant, la discordance entre l'Allemagne et l'Ukraine. L'Ukraine vient de rappeler son ambassadeur d'Allemagne. Okay? L'Ukraine a rappelé son ambassadeur d'Allemagne parce que l'Allemagne a exigé à ce que la turbine qui se trouve en Angleterre soit ramenée en Russie pour que la Russie pompe le gaz. En attendant, les États-Unis font beaucoup d'argent. Les États-Unis ont pompé le gaz en Europe, 40% de plus que jamais dans le passé. Donc, il sera cette année le plus grand producteur, le plus grand exportateur de gaz en Europe. Qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez ce qui se passe là? L'Europe perd, les États-Unis gagnent. Les entreprises privées de vente d'armes gagnent. Les entreprises de vente de gaz gagnent. L'euro tombe, le dollar reste stable, le rouble reste. Je pense qu'il arrive à un moment donné où il faut pointer les choses là où ils sont. Cette guerre est-elle vraiment une guerre pour défendre l'Ukraine? L'objectif est lequel? Parce que nous voyons les gens s'appauvrir, les difficultés qui s'annoncent très ouvertement. Les gens subissent directement, clairement, les effets de cette guerre. Les sanctions qui ne marchent pas. Les sanctions qui sont renversées. Maintenant, en fait, les Européens sont plus proies à avoir des difficultés dans l'hiver qui approche brutalement par rapport à ce qui était prévu. Et si la Russie décidait de fermer complètement Nord Stream, qui passe à travers la mer Baltique, l'Europe serait-elle capable de résister à l'hiver frappant qui arrive, l'hiver glaçant qui se prépare, les difficultés économiques? Quoi qu'il en soit, je pense que le monde entier a besoin de paix et de calme. Quoi qu'il en soit, l'amour de l'argent est évident parce qu'il y a des gens qui évidemment profitent de cette guerre. Ceux qui vendent les armes, ceux qui vendent les gaz, ceux qui manipulent les autres pour leurs intérêts personnels. Ceux qui veulent avoir l'objectivité et la monopolie sur le marché de nourriture. Parce que nous voyons aujourd'hui des fermiers en train d'être poussés hors de marché. C'est dans quel but? On nous dit que c'est pour éviter l'émission de gaz méthane. Mais c'est vrai. En empêchant les fermiers européens de produire leur nourriture, on les pousse hors de business. Quand vous poussez quelqu'un hors de business, il devient obligé de vendre ses terres. Ces terres, il les vend à qui? C'est ça la question. Qui achète ces terres? Qui devient propriétaire de ces terres? Qui produira de ces terres? Ce sont les investisseurs privés. Ce sont les investisseurs privés qui gagnent de toute cette folie. Aux États-Unis, un certain monsieur très riche, propriétaire d'ordinateurs, est devenu le plus grand fermier du monde. Le plus grand fermier des États-Unis. En tout cas, celui qui possède le plus de terres, qui produira la nourriture et tout le reste. Parce qu'évidemment, on place tout le monde dans une position où on devient indirectement incapable de produire. Quand on vous dit qu'il y a une raison pour laquelle quelque chose se passe, ne regardez pas la raison pour laquelle elle se passe. Regardez les faits sur place, examinez les faits. Pas les raisons qu'on propose, mais examinez ce qui se passe. Pourtant, revenons en arrière. Pourquoi la Russie a attaqué l'Ukraine? Parce que la Russie a accusé l'Occident de violer ses propres promesses, de ne pas avancer d'un seul centimètre à l'Est, de ne pas gagner de nouveaux membres pour l'OTAN, pour sa sécurité personnelle. Ne pensez-vous pas qu'en disant simplement que l'Ukraine n'adhérera pas à l'OTAN, cette guerre qui réclame beaucoup de vie en Ukraine serait complètement finie? Je pense que chaque personne lucide comprend que les raisons sont beaucoup plus profondes que les raisons avancées.